bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir pour cette table ronde. En effet, comme le disait Samuel, aujourd'hui, enfin plutôt cet après-midi, on ne va pas parler techno, on va parler usage, ce qui va changer un petit peu de tout ce que vous avez entendu jusque-là. Et donc pour ce faire, on a enfin la chance, je dirais, de vous avoir autour de la table, notamment Estelle, qui va nous raconter un petit peu l'usage du Web3 au niveau de la banque. On a Romain, un gourou, j'ai envie de t'appeler le gourou de la table. Vous allez vite comprendre pourquoi, avec notamment son hub Web3, lamine.io. Nous avons aussi la chance d'avoir Benoît qui vient d'un groupe qui paraît loin du Web3, mais on va vite comprendre pourquoi finalement c'est une technologie d'usage également. Et puis enfin Charles, qui est le cofondateur de Billy, un usage très concret au niveau du ticketing. Donc on va vous raconter tout ça. Mais juste une petite question dans l'audience. Qui est familier avec le Web3 ? Un petit peu moins de 50%. Donc c'est super. Vous me tendez la perche. Et en fait, on te tend la perche, Romain. Toi qui as l'habitude de parler en public, d'être conférencier. D'ailleurs, tu n'hésites pas à te présenter avant de répondre à ma question. Mais selon toi, si tu devais définir le Web3 à ta grand-mère Michu, comme tu me l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, du coup, c'était une partie de la conférence TEDx que j'ai fait dernièrement, avec une volonté justement de vulgarisation et de simplification de tout ça. Alors, il y a une définition, c'est une définition qui est pas forcément, il n'y a pas forcément de consensus officiel par rapport à ça, mais celle qui me paraît la plus simple. Alors, s'il y a un Web 3 aujourd'hui, c'est parce que vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il y a eu un Web 1 et un Web 2. Ça paraît cohérent. Donc le Web 1, tout simplement, c'était lire. Donc en fait, on a une data, on a une information qui est face à nous. On peut la lire, on peut l'interpréter, mais on ne peut pas interagir. On est passif. Donc ça, c'était tout début d'Internet, ou certains ont connu ici. Le Web 2, beaucoup vont penser, c'est les Facebook, les TikTok, les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le Web 2 est arrivé initialement avec les blogs. Et là, il y a eu un shift. C'est-à-dire que je ne suis pas juste devant mon ordinateur, je ne suis pas juste passif, je peux moi-même produire de la data, la stocker, la partager avec mes amis, mon entourage, avec des inconnus. Et du coup, à lire, on y rajoute la notion d'écrire. Et la grosse problématique du Web 2, c'est quoi ? Je pense que vous connaissez l'adage des GAFAM, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc par rapport à ça, le Web 2 a donné des espoirs de liberté, de redonner du pouvoir finalement à l'utilisateur. Tout ça pour mieux utiliser nos datas, pour nous asservir d'une certaine manière et monétiser ces datas. Et du coup, le Web 3, ça rajoute une notion de propriété, d'ownership. Donc en fait, vous devenez propriétaire de vos datas, entre guillemets, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça vous donne aussi accès à potentiellement des sortes de systèmes communautaires, des votes, des DAO. Mais entre guillemets, pour moi, le Web 3, c'est le moment donné où on reprend enfin le pouvoir finalement à la fois de nos datas et de l'interaction avec ce fameux Internet. Donc voici ma définition. Sinon, j'ai une petite question à vous poser ici. Qui connaît comment ça fonctionne une voiture, la mécanique de A à Z ? Tout de A à Z, ici. Levez les mains. Pas grand monde, mais d'accord. Est-ce que vous connaissez comment ça fonctionne une carte bleue sans contact, la technologie qui est derrière ? Forcément. Est-ce qu'on s'en fout ? Ça marche, point. La blockchain, ça doit être ça. C'est-à-dire que les meilleurs cas d'usage de la blockchain, c'est des cas d'usage où finalement, Madame Michu, n'importe qui va les utiliser sans même s'en rendre compte. Moi, j'ai une de mes maximes que je dis souvent, c'est les meilleurs projets ont une vitrine Web 2 et une cuisine Web 3. La blockchain, c'est du back-end. Est-ce que sur un site web, on sait si c'est du Symfony, du React, du JS, des noms de code ? On s'en fout réellement. Ça répond juste à un besoin et ça apporte une solution. Donc voilà ma vision des cas d'usage de la blockchain. Ça doit être simple, efficace. On doit avoir une expérience utilisateur la plus rapide, la plus simple possible. Et c'est aussi, pour moi, une des problématiques aussi des acteurs de l'écosystème, et je me mets à l'intérieur. On a trop parlé de tech, de NFT, de smart contract. Et qu'est-ce qu'on s'en fout ? Moi, ça me passionne. Je suis un geek et c'est les technos qui me passionnent. Mais pour l'adoption généralisée, on met la technologie de côté. On dit juste à quoi ça sert. C'est ça qui est intéressant. Merci pour cette introduction et cette définition. Est-ce que c'est plus clair pour vous à ce stade ? On fera des sessions personnalisées. Non, pour rentrer dans le vif du débat, et je te remercie Romain d'avoir insisté sur le fait qu'on s'en fout de la tech et de ce qui se cache derrière, parce qu'aujourd'hui ce qui nous concerne, c'est vraiment les usages et en quoi le Web3 peut révolutionner nos usages. Et donc pour ce faire, je voudrais juste revenir un petit peu en surface et donner la parole à Estelle Motuom, qui est donc Corporate Relationship Manager au sein de la banque de Lubac.
Est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes enjeux aujourd'hui et en quoi peut-être le sujet du Web3 peut être une réponse à tes problématiques? Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, à la Banque de Lubac, en tant qu'accompagnant bancaire, en tant que prestataire bancaire, aujourd'hui, la blockchain a révolutionné la société par ses usages. Et pour rebondir sur ce que disait Romain, il faut que Madame ou Monsieur Michu puisse continuer à l'utiliser. La tendance qu'on voit aujourd'hui en tant que banquier et accompagnant, c'est de permettre et de diversifier des usages. On va prendre la carte bancaire, des entreprises qui permettent aujourd'hui d'épargner sur de la crypto en arrondissant à l'euro supérieur en Bitcoin. Ça, c'est un premier usage qui permet aux gens qui n'ont pas forcément un pourcentage d'épargne de leurs revenus d'épargner sans pour autant avoir le sentiment d'épargner, avec des acteurs reconnus et qui sont également très régulés. Le deuxième cas d'usage que nous voyons, c'est aussi de dire on est des acteurs, on veut proposer la possibilité de payer rapidement, sans faire un virement, à s'authentifier, à valider, à avoir la banque qui appelle et dire est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est vous? La blockchain révolutionne tout ça et permet aux entreprises et aux personnes physiques de pouvoir transférer de l'argent avec des coûts assez moindres et rapidement. Derrière, que ce soit société Tartampion, française, indonésienne ou maltaise, l'utilisateur final se dit finalement j'ai mes fonds qui sont transférés, il n'y a plus de sujet. Et qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour les banques, finalement? Ce sera de dire, est-ce qu'on peut prêter autrement que par les banques? Avec la crypto? Quoi en garantie? L'usage est tellement énorme et en possibilité que finalement, des tendances qui se dégagent, c'est de pouvoir permettre à monsieur Michu, madame Michu, start-up Tartampion, entreprise industrielle, de pouvoir utiliser la blockchain. Et on a des entreprises qui viennent nous voir en disant on n'est pas de l'écosystème Web3, mais on a besoin de pouvoir lever des fonds et on sait qu'il y a des VC qui sont en crypto et qui vont pouvoir nous accompagner. Est-ce que vous savez faire ça? Parce que mon banquier aujourd'hui ne sait pas le faire. Donc on intervient également sous cette forme-là de pouvoir dire autrement que monsieur Michu, société Trucmuche, Tartampion peut pouvoir lever ses fonds, avoir du new money dans des circuits différents que ceux habituels. Et ça, c'est une vraie nouveauté, un plus à l'économie de pouvoir dire on peut avoir du capital autrement que par des banques, autrement que par des actionnaires qui vont nous donner des conditions beaucoup plus restrictives que ce qu'on pouvait avoir. Tout à l'heure, quelqu'un disait dans une conférence qu'on parlait de rupture pour les banques et qu'on avait peur des néobanques. Au final, les banques un peu traditionnelles existent toujours. Est-ce que tu partages ce point de vue ou est-ce que de Lubac a du souci à se faire avec l'évolution technologique? Je ne pense pas, comme de Lubac le dit depuis plusieurs mois, on est complémentaires. Il y a des métiers qui sont régulés, qui nécessitent une certaine expérience et antériorité, et on a besoin de nouveautés également. La preuve, c'est que Société Générale a racheté Forge, a racheté Trésor, qui sont des fintechs. Une fois, Trésor qui est établissement de paiement, qui peut aller sur des activités que Société Générale en direct ne peut pas. Et ils ont pris également Forge, qui fait de la titrisation et qui leur permet d'avoir un pied dans le métier. De Lubac, au contraire, les banques en général n'ont pas d'inquiétude à avoir parce que c'est une évolution vers laquelle tout le monde tend et avec une avancée plus ou moins en fonction des attitudes et des expériences de chacun. De Lubac a juste la primeur d'être pionnier et d'avoir démarré ça, mais je pense qu'in fine, tout le monde pourra y aller et devra y aller. Merci beaucoup Estelle. Je vais passer la parole à Benoît Rousseau, qui est donc le responsable innovation du groupe InVivo. Alors moi j'ai une première question, alors, au-delà de savoir qui tu es Benoît, en quoi le groupe InVivo peut s'intéresser au Web3? Alors InVivo, pour le coup, là on est très loin de la techno sur la base, puisqu'on est un groupe agroalimentaire, donc nous on a plutôt les pieds dans les bottes et les bottes dans le champ. Donc on représente des coopératives et des agriculteurs aujourd'hui, principalement dans les filières blé et orge notamment, mais on a des activités dans le vin, dans la transformation, etc. Jusqu'au retail, on a un hackathon en parallèle là, sur le sujet. Et aujourd'hui, en fait, si on revient aux fondamentaux, les agriculteurs sont au final très
connectés. Mais en fait, ils ne savent pas forcément les technologies qui ont derrière, ils sont vraiment dans l'usage. C'est aujourd'hui, est-ce que j'ai de la techno ou un service qui va me permettre de savoir est-ce que je peux traiter ou pas parce que la météo est bonne ou pas bonne, est-ce que j'ai une variété qui est performante ou pas, et après, est-ce que je vais pouvoir valoriser mes matières premières sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc à partir du moment où on se dit que naturellement, ils utilisent cette techno, je pense que les agriculteurs avaient des voitures autonomes avant les particuliers aujourd'hui, parce que les tracteurs étaient déjà pilotés par satellite et ils étaient juste obligés d'être présents dans la cabine parce que ça ne pouvait pas se conduire tout seul en termes d'assurance. Mais donc on voit qu'ils sont dans les utilisations. Aujourd'hui, moi je suis responsable d'innovation pour le groupe InVivo et le but c'est justement d'identifier en quoi les technologies nouvelles peuvent venir améliorer soit de l'excellence opérationnelle, soit offrir des nouveaux services. Mais par contre, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'un agriculteur, le premier truc qu'il va regarder, c'est est-ce que j'ai de l'usage. Avoir de la techno pour de la techno, c'est pas possible. Parce que, on est quand même sur des produits, je pense que vous l'entendez tous. Aujourd'hui, la rémunération des agriculteurs est un sujet important. Donc aujourd'hui, quand il décide de sortir 1 euro de sa poche sur un investissement, il a 10 raisons de choisir tel ou tel produit. Donc à un moment, c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça m'ouvre des nouvelles portes? C'est ça qui l'intéresse aujourd'hui. À partir de là, maintenant, une fois qu'on sait toucher les cordes sensibles et identifier les points de souffrance, on va dire, et ben on regarde s'il y a des technos. Et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de voir tout un tas de startups, tout un tas de personnes qui pensent différemment, au même titre que les banques aujourd'hui ont intérêt à ce qu'il y ait des fintechs qui se développent avec un mindset différent. À un moment, on en revient qu'on joue tous sur le même échiquier, avec les mêmes règles du jeu, et on doit, au final, souvent c'est le client d'ailleurs, qui est quand même le point de pivot. Et donc du coup, à partir de là, on a l'usage qui est au cœur. Et donc le Web3 aujourd'hui, c'est nouveau. Clairement, on ne sait pas par quel bout le prendre, parce que déjà, on a des définitions plus ou moins précises. Tout le monde en fait son interprétation, veut tordre le modèle pour réussir à dire, voilà, moi j'ai trouvé comment hacker ce dispositif et c'est là-dedans que je vais aller. Mais à la fin, on en revient toujours dire, est-ce que la techno, elle apporte réellement un service augmenté, un profit augmenté derrière, ou est-ce que c'est juste pour cocher la case marketing en disant c'est bon, j'ai Web3. Et en fait, on se dit oui, bon, en fait, on peut juste stocker ça chez les GAFAM habituels et on fait la même chose. Donc aujourd'hui, voilà un peu les enjeux qu'on a en termes de valeur et c'est un vrai sujet compliqué aujourd'hui parce que tout le monde a envie de cocher cette case-là, mais on est obligé quand même à un moment de se poser la question de la durabilité. Enfin, c'est un mot qui est fort dans le sens agricole, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a investi sur des technos qui sont durables, qui ont du sens? C'est ces enjeux-là aujourd'hui qu'on cherche. Merci Benoît. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Charles désormais, qui est le panéliste finalement le plus concret, le plus opérationnel, j'ai envie de dire. Et donc Charles, je te laisse présenter peut-être ce que fait Billy et quelle est la révolution que tu proposes au travers de Billy. Ouais, je te remercie. Bonsoir à tous. Du coup, moi c'est Charles, je m'occupe de la direction commerciale et partenariat chez Billy. Pour expliquer un petit peu ce que l'on fait, je vais me pencher d'abord sur les problématiques qu'on voit dans la billetterie. Il y en a globalement 3. La première chose, c'est le marché secondaire. Je ne vais pas reparler de ce qui s'est passé au Stade de France, mais la fraude, c'est un gros enjeu qui est double, à la fois pour la perte financière, mais aussi en termes de réputation. Je pense que ça nous a porté préjudice. Les Anglais ont largement pu nous tacler dans les médias. Il y a la partie revenu. Lorsque je suis un acheteur d'un ticket et que je vais revendre ma place de Beyoncé 3 fois plus cher, ni l'artiste, ni la salle, qui font pourtant la promotion, vont bénéficier de cette plus-value. Un autre enjeu, ça va être l'engagement des fans de l'audience. Je parlais des investissements faits par les salles et les artistes au travers des réseaux sociaux. Il faut savoir que la donnée aujourd'hui est conservée par les billetteries. Quand vous achetez un billet pour aller voir Beyoncé à la Défense Arena, seulement 1/3 de la donnée est possédée par la Défense Arena. Le reste appartient à la billetterie. Donc ça veut dire que quand moi je fais de la pub en tant que Défense Arena, une partie de mon audience va aller à la Fnac et je n'y aurai pas accès. Donc ça pose des questions sur, par moi, comment je vais faire ma promotion de mes futurs événements. Est-ce que je repars de zéro à chaque fois? Et pour le moment, c'est plutôt le cas. Troisième enjeu, c'est la créativité. On parle beaucoup de digitalisation, on s'en vante un peu, mais dans la billetterie, on l'a globalement loupé. Je ne sais pas si vous avez tous, on pose des questions, mais qui a déjà gardé un ticket ou un souvenir d'un billet d'entrée, d'un concert, d'un musée quand il était plus jeune?
Ouais. Donc il y en a quand même quelques-uns. Et je ne sais pas si vous êtes si vous êtes posé la question, est-ce que vous le faites encore aujourd'hui? Et là, globalement, plus beaucoup. La première raison, c'est que vous avez aujourd'hui des PDF. Vous allez au match Madrid-Liverpool, vous allez voir Beyoncé, vous allez au musée du Louvre, parce que vous avez des inscriptions en ligne, vous avez un PDF avec un truc assez moche. Voilà, exactement. Un QR code en noir et blanc généré par Minecraft qui n'a pas beaucoup d'utilité. Et donc là, il y avait des problématiques suffisamment intéressantes pour que d'une part, toutes nos équipes et notamment les cofondateurs initiaux de Billy, parce que moi j'ai rejoint le projet 6 mois après la création, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on existe, on s'est dit finalement la blockchain peut être une technologie qui va apporter beaucoup de valeur. Donc on a créé 3 offres. D'une part, la partie billetterie avec le marché primaire et secondaire pour faire l'émission des tickets. Donc ça suggère un certain nombre de questions. Je pense qu'on viendra sur l'accessibilité plus tard. Vous avez tous eu du coup le privilège, la chance d'utiliser. Alors merci d'ailleurs Samuel et toutes les équipes d'avoir choisi Billy, mais vous avez pu tester l'usage. On gère aussi toute la partie audience avec la possibilité de surdétention d'un ou plusieurs tickets, de dire je vais les remercier, je vais savoir, tiens, je suis Patrick Bruel, je me suis jamais posé la question de qui venait à tous mes concerts. Il va pouvoir le savoir, il va se dire, tiens, ce wallet-là, en fait, il m'a suivi dans toute ma tournée, c'est quand même incroyable. Cette donnée-là, on l'a. Et il y a la partie créative, où là, vous avez un NFT qui va pouvoir évoluer un peu comme un Pokémon et révéler différents niveaux de rareté. On a mis en place une opération de type Billy Wonka, référence à Charlie à la chocolaterie. Donc vous avez eu en principe soit des billets standards, silver, gold, etc. Voilà un petit peu pour entrer dans le cas d'usage problématique et comment on les résout. Super, merci beaucoup. Si je repasse le relais à Romain. Romain qui est donc un hub. Je me permets, je rebondis juste sur ce que tu disais, parce qu'on a co-organisé Web3 Lille, et d'ailleurs c'était obligé qu'on passe par Billy, donc tu es passé par Billy à l'époque. Et en fait, imaginez-vous un match de foot, le 3-0 de la France de la Coupe du Monde. Là, maintenant avec les technologies NFT dynamiques, au moment le sifflet de fin de match, il y a le 3-0 qui s'affiche directement sur le NFT. Et le NFT, finalement, après, il prend encore plus de valeur, finalement, après le match que pendant le match. Ouais. mais du coup, c'est ça qui peut être intéressant. C'est qu'en fait, vous avez, entre guillemets, un objet numérique, quelque chose qui est juste un ticket à la base, et qui prend une valeur, finalement, sentimentale plus importante après que l'achat lui-même du ticket. Et là, ça peut être intéressant parce que tu peux y mettre un royalties et donc du coup des frais sur la revente de ce NFT. On pourrait très bien imaginer que l'émetteur initial, c'est-à-dire le Stade de France, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, si ce billet numérique est revendu, il continue à générer des frais sur un match qui était joué il y a 30 ans. Donc voici par exemple des cas d'usage qui peuvent être intéressants. Je rebondis encore, je me dis, tiens, finalement, j'ai mon NFT, j'ai eu mon match. Et je suis au Stade Bollard. Bon, moi, je suis supporter lensois, même si je suis lillois, je suis du Nord. Et je peux très bien imaginer que je vais avoir 10% chez la friterie chez Marcel. Parce que mon ticket me donne droit directement à la friterie chez Momo ou chez Marcel, si vous voulez, 10% de rewards. Et si je vais souvent chez la friterie chez Momo, je peux recevoir, par exemple, je sais pas moi, un goodies pour mon gamin et je reçois directement chez moi. En fait, finalement, on se dit que le NFT, ça devient un point d'ancrage. Et après, on peut faire l'interopérabilité entre du Billy, entre d'autres solutions. Le NFT devient un point d'ancrage finalement un peu comme un email, quelque part. Et à ça, on peut y rajouter des use cases et faire finalement l'interopérabilité entre plein d'use cases et d'utility. Ce qui est vrai dans ce que tu dis, en tout cas, tu dis plein de choses vraies, hein, mais il y a une tendance, en tout cas, qui est plus facile dans le cas d'usage du Web3, et on le voit dans l'engagement des fans, on le voit dans les communautés, alors pour aller même plus loin dans le gaming, voilà, c'est des usages qui sont connus, reconnus. Est-ce qu'avec ton expérience donc de fondateur de lamine.io, qui est donc un hub Web3 où des porteurs viennent te voir et tu les accompagnes, c'est ça, pour développer leur projet. Est-ce que, au même titre que Estelle tout à l'heure, tu peux nous faire un panorama peut-être des tendances que tu vois aujourd'hui, hier et peut-être demain, tu vois, sur quels sont les cas d'usage que les gens essayent de craquer via des technologies Web3? Déjà, moi, je suis content parce que de moins en moins mon entourage et les gens me parlent des singes qui font la grimace, etc., de la spéculation. Ça m'agace. C'est tout ce qui ne m'intéresse pas. Moi, le Bitcoin, je ne regarde quasiment pas le cours. Ça ne m'intéresse pas, la spéculation. Les use cases financiers derrière, ça m'intéresse. Mais ça a pris 10%, ça a perdu 5%, on s'en fout royalement.
Du coup, ce que moi je vois émerger, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir des projets aujourd'hui qui ne sont pas forcément sexy sur le papier. Enfin, c'est pas les plus 10%, des plus 100%, mais c'est réel et c'est utile. Et moi, ce que je vois de plus en plus, et je milite pour ça, c'est que les pitch decks, j'en dévore en général à peu près en moyenne 4 ou 5 par semaine depuis pas mal de temps. Et je vois de plus en plus disparaître les mots-clés NFT, smart contract. Et je dis bravo, je ne veux plus voir ça. Et je vois des porteurs de projets qui me défendent, enfin, encore quelques temps. Pourquoi tu veux plus voir ça? Juste pour s'en ceux fout. qui voudraient te proposer un deck On s'en demain. fout. On s'en fout. Il y a un white paper, il y a la documentation technique pour ceux qui veulent le savoir. Le pitch deck, tu dis, c'est quoi la proposition de valeur de ton projet? Billy, bon bah voilà, d'ailleurs c'était j'avais parlé de ce use case justement dans la conférence TEDx, et justement j'avais parlé de l'histoire des Anglais. Bon ok, vous avez vu le bordel que ça a fait? Bah regardez, on a la solution. Point. Et d'ailleurs, tu vois, un business angel ou un investisseur, tu as entre guillemets quelques secondes pour le convaincre. Si au bout de 5 minutes, il n'a pas compris ta proposition de valeur, le point de douleur que tu résous, comment tu adresses ton marché et ton positionnement, tu peux lui parler pendant 2 heures, il ne mettra pas une bille. Il faut qu'il comprenne, c'est du no-brain. Et justement, du coup, où est-ce que sont les épines dans le pied de la plupart des projets qui te sont sollicités, enfin en tout cas présentés? Où est-ce qu'ils ont identifié l'épine la plus grosse? Bah, en fait, moi, je vais donner un petit peu des exemples de ce que j'ai déjà pu voir et qui peut malheureusement freiner ou voire même impacter la survie d'un projet. Des fois, on a des projets techniques, super, hein, alors, on développe ça pendant je ne sais pas combien de temps et malheureusement, on se rend compte qu'à la fin, qu'il n'y a pas de marché. Et ça, c'est un problème. Parce que, je veux dire, le BABA, c'est déjà, j'ai une douleur, j'ai un problème que j'ai ciblé. Les meilleurs projets, souvent, c'est un entrepreneur qui se dit, mince, j'ai un problème devant moi, ça m'embête. Et j'ai envie de trouver une solution. Et donc, par rapport à ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut un marché adressé avec un volume suffisant. Il faut aussi un time to market, parce que on l'a vu, le métaverse, papa, et puis c'est tombé comme un soufflet. On n'est pas prêt. Moi, je suis pas prêt dans le métaverse. Et qu'est-ce qu'on y fait? On s'ennuie. Enfin, moi, ça m'intéresse pas dans le métaverse. À titre personnel, je suis très peu allé. Donc, il faut qu'il y ait une bonne temporalité. On dit que le métaverse n'est pas égal au Web 3. C'est un vrai sujet. Pour moi, pas tout à fait. En fait, pourquoi on l'a mis dans le Web3? Parce que tu achetais des lands sur des Decentraland et compagnie et tu faisais de la spéculation sur des bouts de terrain virtuels. Du coup, on a dit c'est de la blockchain, c'est du Web3. Je pense pas vraiment que c'est du Web3. Là où ça se rejoint, c'est quand il y a des transactions, quoi. Comment? Là où ça se rejoint, c'est quand il y a des transactions entre les deux. C'est ça. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin du Web3 pour aller dans un univers dans ce cas-là, World of Warcraft, c'était déjà du métaverse. Hein, les Sims, pas les Sims, c'était Second Life, c'était déjà du métaverse. Donc, World of Warcraft, c'était vraiment, pour le coup, du métaverse. T'avais un personnage, etc. Pour moi, le métaverse, voilà, c'est pas spécialement du Web3. Et pour le coup, pourquoi c'est tombé sur un soufflet? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on y fait? Et pourquoi on y reste? On n'a pas la réponse. Et du coup, tu te retrouves avec des jeux vidéo comme Roblox ou d'autres métaverses non blockchain qui explosent parce qu'il y a des choses à y faire, on s'y amuse et on a envie d'y revenir. Donc vraiment, moi, ce que je me dis, c'est ce qui fait aussi la qualité d'un projet, le go, le no-go, c'est une problématique identifiée, définir aussi le paramètre législatif. Ça, c'est super important. Des fois, il y a problématique, c'est on bosse pendant 6 mois, on bosse pendant 1 an, en fait, on se rend compte, mince, on ne peut pas le faire au niveau législatif. Ah ouais, mais il vaut mieux essayer de commencer à creuser le sujet un peu dès le départ. Et la législation d'aujourd'hui et la législation de demain. On voit avec Mika, etc. On voit Binance qui se sont fait rattraper par la SEC. Ils ont fait un peu les zouaves. Et puis là, la loi se met en place. Et là, il dit, ouais, mais vous étiez pas sage avant et c'est rétroactif. Moi, je dis, autant être sage du départ, faire des bisous à l'AMF, aller dans le sens de la compliance, de la régulation, aller dans le sens dans le bon sens dès le départ, pour éviter d'être rattrapé par la police sur une loi qui va arriver dans 2-3 ans. Et ça, c'est aussi une problématique que je trouve qui est assez peu traitée, c'est la loi d'aujourd'hui et la loi de demain surtout, et d'anticiper. Tu as un usage qui sort du lot, particulièrement? Pas en particulier. Après, l'usage le plus basique, le plus cohérent, c'est la supply chain, c'est la logistique. Ça, c'est des choses qui existent déjà depuis pas mal d'années dans des grandes entreprises qui permettent, par exemple, tu vois, je sais qu'il y avait un use case, un cas d'usage, je crois que c'était en Asie. Il faut savoir que rien que les camions frigorifiques qui sont mal gérés au niveau de la température, ça tue des gens. Il y a des gens qui meurent
juste parce que le camion frigorifique, la température elle baisse, elle remonte, ça se congèle, ça se redécongèle. Et le fait de pouvoir mettre de l'IoT et de pouvoir faire une traçabilité, bah, ça te permet à la fin d'éviter des morts en Asie. Donc ça peut sauver des vies. Enfin, Je pense que tu tends une perche à notre ami Benoît. Donc, du coup, je sais que Billy, tu voulais. Enfin, Billy, pardon, Charles. Non, mais parce que je vois que Billy sur toi. L'homme sandwich Billy. Donc, non, Benoît, forcément, tu es obligé de répondre à ça. Oui, alors nous, on sauve pas des gens, aussi peut-être de la déshydratation, mais non, c'est vrai que sur la partie supply, c'est un cas qui s'y prête vraiment très bien. Alors, je suis venu accompagné de petites bouteilles comme ça que vous avez dû croiser, puisque depuis le mois de janvier, C64 a commercialisé la première bière blockchain à grande échelle, on va dire, qui est basée sur la traçabilité de l'agriculteur jusqu'au consommateur, en fait. Et le principe, c'est de relier la tuyauterie de l'ensemble. Je vais parler de tuyauterie plutôt que de techno, mais on va faire plutôt plombier. Ça, côté IA, on est un peu plus loin. Pour Madame Michu, c'est mieux. Ouais. Et donc, en fait, on a fait toute la tuyauterie de l'agriculteur jusqu'au consommateur pour dire comment on peut s'assurer de valoriser une traçabilité qui aujourd'hui est une obligation réglementaire en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que pour des raisons de retrait rappel de sécurité alimentaire, on est audité régulièrement. Et le but, c'était de dire, mais faisons de cette contrainte qui était longue, rébarbative, sur laquelle on n'investissait pas parce que c'était une contrainte, se dire, finalement, on a ces informations-là. Chaque acteur les a. Est-ce qu'à un moment, on veut se mettre d'accord autour de la table pour partager cette information en confidentialité, pour rendre à la fin l'information simple, toujours pour Madame Michu, en disant comment je peux garantir aux consommateurs toutes les étapes de brassage, de maltage, etc. En plus, en y associant un élément où 1664 décide de dire, avant on achetait des orges conventionnelles. Alors des orges très bien, il y en a dans le coin ici d'ailleurs, puisqu'on a un terroir très particulier sur les orges, et de se dire finalement on veut passer à des orges responsables, donc avec un cahier des charges plus durable, un impact carbone plus favorable sur la planète, des choix de variétés plus efficaces pour les sols, etc. Et se dire on se donne une trajectoire sur 3 ans, on va incorporer d'abord 20%, 50%, 100%. Et en fait, on est tellement convaincu de notre démarche qu'on va rendre cette démarche accessible et transparente via le QR code. Donc aujourd'hui, quand vous scannez, vous rentrez le numéro de lot, vous avez l'ensemble des silos d'approvisionnement, les dates de maltage, les dates de brassage et le taux d'incorporation précis de ce lot disponible en dynamique. Et les consommateurs le scannent ? Et les consommateurs le scannent. On est à plus de 130 000 scans depuis le 1er janvier qu'on a lancé le produit. Alors c'est énorme. On n'ose pas dire que c'est une des plus grosses blockchains dans l'agroalimentaire parce qu'on n'a pas de point de comparaison. C'est des nouveaux usages, donc on ne se compare pas à beaucoup de monde. Mais par contre, on est vraiment dans une dynamique où aujourd'hui, au-delà même de la techno, et on communique peu sur la blockchain, il n'y a pas eu de communication incitative à scanner ce QR code. Par contre, toute la communication de 1664 aujourd'hui pour dire on bascule, on pivote et on est transparent, ça l'a rendu beaucoup plus consistante, assumée et différenciante par rapport à d'autres marques. Donc ça, c'est le truc qui est génial. Et en plus, on a mis tous les acteurs avec cette tuyauterie aujourd'hui qui est reliée. Et on est maintenant en train d'imaginer les cas d'usage de demain, parce que maintenant qu'on a les tuyaux, on se demande juste qu'est-ce qu'on peut faire passer dedans. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ce n'est pas un nouvel usage qui amène un nouveau business, c'est plutôt un argumentaire marketing qui crée la confiance entre le producteur et le consommateur. Ouais, aujourd'hui, le marketing aime bien dire on passe d'un marketing de la confiance à un marketing de la preuve. Donc on est vraiment dans le côté de dire vous avez accès, vous pouvez. C'est comme, enfin, on donne pas toutes les informations, mais vous pouvez ouvrir la porte de la brasserie quand vous voulez et avoir déjà des informations. Et ça, en termes de promesses consommateurs, c'est top. On parle de performance du système français, de souveraineté alimentaire. On a une qualité qui est supérieure à des marchés. Aujourd'hui, il faut savoir que les orges ou les blés, etc., c'est des marchés mondiaux, des cours mondiaux, qui dépendent des productions de même qualité d'orge partout. En France, on est en général sur des filières à plus haute qualité. Donc on rémunère les agriculteurs pour ces aspects-là, mais à un moment, il faut faire reconnaître cette qualité aussi sur des marchés internationaux, parce que sinon, on est trop petit, en fait. On pèse pas grand-chose, en fait. On est important dans le dispositif. Donc c'est toute cette démarche qui est intéressante, et le marketing a mis le pied dans la porte pour faire cette tuyauterie, je reprends l'image. Par contre, aujourd'hui, on est dans des séances opérationnelles où on se dit comment demain, avec les mêmes données, on va faire de l'IA sur du suivi logistique. Est-ce qu'on a une chaîne du froid qui a été respectée ? Ou comment je mets mieux en œuvre des orges ou du malt pour faire de la bière ?
par rapport à là où ils ont été cultivés, leur qualité intrinsèque, etc. Donc tout ça, c'est un champ des possibles énorme. On essaie de saucissonner un petit peu tout parce qu'on ne peut pas investir sur tous ces sujets en même temps. Mais par contre, on y va étape par étape et on cherche à chaque fois la valeur simple, accessible et rentable à grande échelle. Merci Benoît. Je vais redonner la parole à Estelle pour revenir plus précisément sur en quoi la banque est complémentaire sur ces technologies. Quels sont les cas d'usage aujourd'hui que la banque était prête à tester ou quelles sont les envies d'une certaine manière. Alors tu as évoqué l'épargne tout à l'heure. On pourrait aller jusqu'au collatéral peut-être. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais voilà, je suis très curieux, moi, à titre personnel, de savoir justement comment la banque, comme le groupe InVivo, va sur un territoire qui est encore plus bancal, je dirais. La banque a des ambitions très fortes là-dessus. Bien évidemment, notre statut de banque fait qu'il faut aller étape par étape. Mais pour ceux qui connaissent un peu la banque, on a Joël-Alexis Bielkiewicz qui est ancien mineur et donc très au fait de ça et qui réussit à coupler le métier de la banque et les obligations de la banque avec les possibilités qu'offre la blockchain. Aujourd'hui, la prochaine étape, on va dire, en tant que banque, ce serait de pouvoir permettre ce que certains de nos clients font. Après, on ne pourra pas tout faire, bien évidemment, mais le premier cas d'usage, ce sera, par exemple, de pouvoir épargner sur du Bitcoin. Et là, je reste très basique, très financier. C'est de pouvoir demain faire du prêt avec du collatéral. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le collatéral ? Le collatéral, c'est ce qu'on donne en garantie aujourd'hui. Pour pouvoir emprunter, on donne des garanties qui sont la plupart immatérielles. On va donner un peu l'hypothèque de sa maison pour parler en tant que personne physique, cliente d'une banque. On donne l'hypothèque de sa maison ou on donne son assurance vie, entre guillemets, pour un prêt à la consommation. Ce que permettra demain la blockchain, sous réserve que le monde bancaire évolue aussi en ce sens, c'est de dire, vous voulez emprunter de l'argent, mais vous avez du Bitcoin en lieu et place de votre PEA, parce que le PEA se remplace par de ce qu'on appelle de l'épargne progressive sur des actifs numériques. Ben, vous pourrez donner vos actifs numériques en garantie d'un prêt en fiat. C'est des choses qui sont aujourd'hui pensées par la banque, mais à mettre en place, c'est encore une autre étape. Donc il y a ce genre de cas d'usage dans le domaine bancaire qui est possible, mais en tant que banque utilisatrice de blockchain, on pense à beaucoup de choses. On peut penser à une certification d'un emprunt sur la blockchain. Après, choisir quelle blockchain c'est. Il y aura aussi, basiquement, une fidélisation de dire, vous êtes client premium à la banque de l'UBAC, vous avez votre badge en blockchain qui vous permet d'accéder à des services. Voilà des cas d'usage auxquels la banque pense, mais dans un délai beaucoup plus éloigné. En priorité, c'est de pouvoir servir le client, de dire, vous avez besoin de ça, on peut vous accompagner, et aussi travailler avec des acteurs spécifiques, comme Billy par exemple, demain, si on a besoin de faire un événement, de dire, voilà, on a un prestataire qui peut le faire, qui sait le faire, et on pourra, par exemple, pourquoi pas, et ça, tout ce que je dis, c'est bien évidemment hypothétique, parce que c'est les usages qui pourront être faits, de dire, on a un événement annuel, on va compter sur Billy pour pouvoir faire le ticketing de tout cela, et rentrer dans ce côté Web3 pratique en back-end, mais qui donne un certain poids et une certaine marque de dire de l'UBAC fait du Web3. Merci beaucoup. Je voudrais juste revenir quand même sur un point, sur cette feuille de route où on ne sait pas vraiment dire le timing. Qu'est-ce qui pourrait accélérer ce time to market ou en tout cas dire à des entrepreneurs qui ont des solutions concrètes pour répondre aux enjeux de la banque, quels sont peut-être les facteurs qui pourraient accélérer la transformation bancaire ? On est aussi tributaire de ce que le marché et la législation fait. Donc, entre le souhait de le faire, ce que notre régulateur et autorité de tutelle permet, ce sera le marché qui va le définir. Et une chose aussi qui est très importante à rappeler, c'est que la banque de l'UBAC étant une société en commandite simple, c'est les associés gérants qui définissent la stratégie. Donc, ce qui peut être vrai aujourd'hui en idée et en possibilité peut changer demain en raison de l'évolution du marché ou en raison d'un choix stratégique. Donc tout ce que j'annonce et tout ce que j'évoque comme hypothèse reste des hypothèses et des possibilités qui ne peuvent pas être décidées. Mais l'avantage à la banque de l'UBAC, c'est que les entrepreneurs et des porteurs de projets ont toujours l'occasion d'échanger avec Joël-Alexis Bielkiewicz ou avec
la direction de la conformité au travers de différents événements Web3, et c'est ainsi qu'ils peuvent apporter aussi leur pierre à l'édifice, parce qu'on n'a pas qu'une vision de ce que la banque veut faire, on peut aussi écouter ce que le marché apporte, et puis ça peut rentrer dans la décision stratégique de la banque. Et c'est comme ça que la banque avance, en disant on a eu tel projet, ça match avec ce qu'on a en projet, et on peut mettre en place cela. Merci beaucoup. Charles, tu voulais interagir tout à l'heure. Ouais, bah ça rejoint un peu ce que disait Romain. C'est dans ce qui peut bloquer pour un projet, et d'ailleurs, je me rappelle plus ton prénom. Estelle, ce qu'Estelle disait sur l'écoute du marché, etc. Il y a une chose que les porteurs de projets doivent avoir en tête, c'est l'accessibilité. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a été confrontés à ça, je pense, encore plus tôt que les autres, parce qu'on ne ciblait pas que des projets Web3 ou un écosystème Web3, mais quand on a commencé à parler à des clients, à des prospects, c'était le Hellfest, Red Bull, la Défense Arena et bien d'autres. Et très rapidement, la question, c'était oui, mais moi, mes utilisateurs, ils n'ont pas forcément de crypto, et ils n'ont pas de wallet non plus. Qu'est-ce que vous proposez ? Et donc là, il a fallu réfléchir à un process qui était beaucoup plus contraignant qu'une billetterie classique. Donc reste à savoir aussi comment bien doser le Web3 dans ces problématiques, parce qu'il y a des fonctionnalités auxquelles ça s'y prête très bien et d'autres auxquelles c'est un peu plus contraignant. Bon, nous, la manière dont on a fait, c'est qu'il y a des prestataires comme Magic Link aujourd'hui qui, simplement à partir d'un mail, permettent de générer un wallet d'appoint, comme je l'appelle, et donc de rapidement donner accès à ce paiement soit en crypto, soit en euros avec un Stripe sur Billy, de minter le ticket NFT, et puis après, s'il y a besoin de le transférer parce que la personne, ça l'intéresse, ma foi, on peut y arriver. Mais ça, c'est hyper important parce que je donne comme exemple POAP. Moi, je viens du Web 2 initialement, et c'est vrai que j'entendais beaucoup parler de POAP. POAP. Et je me suis intéressé à eux, à leur technologie, et je me suis rendu compte qu'il fallait créer un wallet, bien que ce soit accessible par le biais d'un QR code pour accéder au lien et récupérer ce souvenir. Il fallait que je me crée un wallet. Mais en fait, j'ai pas envie de me créer un wallet. Je suis chez Vivatech, j'ai envie de profiter de l'événement, récupérer le truc, mais ça doit se faire vraiment en 2 clics, ça doit être frictionless. Et trop d'entrepreneurs aujourd'hui viennent avec des complexités sans se rendre compte que c'est pas parce que eux on maîtrise leur domaine que les autres l'appréhendent de la même manière. Et le marché, il évolue dans un sens positif. Premièrement parce qu'il y a cette prise de conscience, et deuxièmement aussi parce qu'il y a la réalité économique. Je pense que comme dans tout marché, il y a une recrudescence d'innovation, de projets, etc. Et puis à un moment donné, on se dit mais comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? Comment est-ce qu'on devient rentable ? Parce que là, on est en bear market. Alors ça, c'est aussi un autre paradoxe qui est propre à cet univers du Web3 et de la blockchain, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont été très rapidement riches et ont eu les moyens de financer, et continuent aujourd'hui de financer en grande partie leurs projets parce qu'ils ont gagné de l'argent via certains actifs numériques, chose que peut-être d'autres marchés comme les ressources humaines ou la fintech pas forcément eu l'occasion, mais il y a aussi le fait de dire les investisseurs, ils ont envie d'avoir un prévisionnel, mais pas sur des perspectives de bull run, mais plutôt de chiffre d'affaires tangible. Et donc ça remet aussi peut-être sur le droit chemin certains entrepreneurs qui voyaient plus comme moi de toute façon j'ai 3 ans de runway parce que j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, etc. Pas de problème. Puis j'ai créé ma propre crypto, j'ai fait une ICO, ça va, j'ai du token. Ouais, mais non, à un moment donné, c'est pas parce que tu as 10 000 utilisateurs qui viennent pendant 10 minutes sur ta plateforme que ça va produire quelque chose. Donc ces réflexions-là sont assez saines. Maintenant, reste à voir si les blockchains elles-mêmes, ça c'est un vrai sujet, je trouve, j'en ai discuté un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit une consolidation du marché liée à la rentabilité, mais aussi question du demain, est-ce que les blockchains vont pas tomber ? Je pense qu'il y a certains projets qui tombent. Quand on voit le renouer de certaines blockchains, ça fait un peu peur. Hein. Alors je vous propose que l'année prochaine on fasse cette table ronde dédiée, mais bien sûr Benoît, prends la parole. Je voulais compléter sur la partie, tu demandais comment on peut accélérer en fait l'adoption. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça reste le Web3, tout ça, ça reste quand même des aspects communautaires, en tout cas de réseau. Et je reprends l'image nous qu'on a dans les filières, dans l'agriculture. Typiquement, quand on a fait la blockchain côté malterie soufflée, donc on n'est pas le dernier maillon, c'est-à-dire qu'on fait pas les bières. Mais par contre, on l'avait fait sur les farines, on l'a fait sur le vin.
Et sur le Malte, on se dit, mais c'est dommage, on n'est pas le dernier maillon et nos clients sont pas prêts. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel, quand on leur en a parlé, ils disent, bah ouais, c'est sympa, mais je sais pas, puis ça doit être compliqué, ça doit être cher, etc. Et nous, en fait, on a pris le parti de faire le pas de plus en disant, bah écoutez, si vous y croyez pas, nous, on monte la plateforme, on met à disposition les datas dedans et vous pourrez venir poser les vôtres dedans et vous l'aurez. Et donc, on a fait juste ce pas de plus, en fait, on a pris un risque, modéré, mais on a pris un risque. Alors après, ça nous a permis de complètement switcher, de créer un modèle de business sur la data, etc. Mais ce côté pas de plus et de se dire à un moment, je peux pas me contenter d'utiliser la techno et de m'arrêter juste à la frontière en disant c'est bon, j'ai fait le produit qui est pile bien et si les gens l'achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est plus de dire comment je fais le pas de plus pour dire si j'avais dû m'acheter ma techno, est-ce que je l'aurais fait et comment ça me permet d'aller plus loin. Et on voit bien les Airbnb, etc. Aujourd'hui, ils vendent des expériences, ils vendent plus juste de la location, etc. Donc en fait, il y a tout cet enrobage autour qui est de dire comment je fais le pas de plus et que je rends le côté aussi indolore. Enfin, c'est vrai que les wallets, enfin, on en a tous des kilos. Enfin, si on rentre là-dedans, on a un wallet par blockchain quasiment. Donc à un moment, on sait même plus où on est, on sait plus Enfin, c'est juste infaisable. Donc et aujourd'hui, quand on a vendu ces sujets-là, on a dit surtout, en fait, la blockchain, vous oubliez. C'est même pas le sujet, c'est juste le moyen. Et puis après, c'est les usages. Et là, on a discuté que clients, que pas de plus. On les a assistés pour aller plus loin. Et je pense qu'il faut chaque fois se poser les questions-là. Et sur la partie open innovation et autres, c'est ça, c'est bien identifier le besoin client et même d'être au-delà pour faire que la personne dise en fait, vous avez déjà fait tout le boulot. Donc je pense que ça, c'est aussi l'un des meilleurs moyens. Enfin, je voulais juste compléter sur ce point-là. Mais tu as bien fait, c'est ta table ronde. Donc, non, je vois que le temps passe et donc du coup je voudrais pas non plus retarder les événements par la suite, mais je voudrais qu'on puisse s'adresser encore mieux à cette audience et vous demander si demain je suis entrepreneur dans le Web3 ou dans les blockchains ou autres, comment je viens vous voir et sur quel sujet vous seriez ouvert à collaborer avec moi. Déjà, il faut me contacter sur LinkedIn, mais faut insister pour envoyer 3-4 messages parce que j'ai un message qui est saturé. Sinon, passer par le WhatsApp ou passer par mon associé là. Non, mais c'est la réalité. Des fois, je prends. Bon, si certains m'ont déjà contacté, des fois, je mets un peu de temps parce que j'ai pas mal de messages. Moi, j'aime vraiment, en fait, venir me voir. Moi, c'est sur des projets qui répondent à un besoin, qui est tech for good, quoi. Ça sert à quelque chose, ça améliore la vie, ça améliore l'humain. Tu vois, si un projet vient me voir, il me dit écoute Romain, je vais tokeniser le pétrole. Non, c'est pas mes valeurs, je vais pas t'aider. Enfin, il y aura d'autres copains pour toi, mais non. Moi, je suis très branché, tout ce qui est RSE, branché décarbonation, branché. Enfin, aujourd'hui, on voit très bien le climat, il y a des problématiques. Aujourd'hui, il y a des solutions de tokenisation de carbone. Il y a différents projets là, à impact qui commencent à émerger. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est de me dire, je me lève le matin et je vais aider des projets qui vont aider à se rendre ce monde moins pire déjà. D'ailleurs, c'est un cas d'usage qu'on n'a pas parlé avec Benoît, peut-être de la traçabilité carbone, mais qui pourrait être un cas d'usage pour InVivo ou pour d'autres. Non, mais je rebondis. Je te redonne la parole après. Donc, du coup, je viens là-dessus. Moi c'est des projets qui ont du sens et qui apportent finalement une plus-value. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, on voit toutes les problématiques, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient sur les réseaux, les machins. Enfin, le monde part un peu en vrille, entre guillemets. Et pour rendre ce monde moins moche, voilà, moi, c'est pour ça aussi que je suis devenu entrepreneur. C'est que je me suis dit, soit je râle dans mon coin, soit je fais la farandole devant l'Elysée. Mais ça ne changera rien. Je me suis dit, finalement, la meilleure manière d'arrêter de me plaindre que ce monde ne me plaît pas tel qu'il est, c'est de retrousser mes manches et puis d'y aller. Et comme je ne peux pas me cloner, je peux pas faire 28 CEO de 28 startups, je me suis dit, tiens, finalement, je vais mettre mes idées, je vais accompagner des projets, et il y aura un peu de moi, finalement, dans ces projets-là qui vont émerger. Donc voilà un petit peu mes valeurs, et pourquoi je me lève le matin, et pourquoi je dors pas trop la nuit. Merci. Estelle, peut-être vous voulez réagir particulièrement sur l'appel à projet ou des appels à candidature. La Banque de l'UBAC est très ouverte à accompagner les acteurs comme spécifié ce matin. Ce que nous apportons auprès de ces entrepreneurs qui viennent nous voir, quel que soit le stade du projet où ils sont, s'ils sont en phase de réflexion, d'immatriculation ou s'ils ont déjà commencé, ils ont déjà leur activité, le positionnement que j'ai, c'est d'être un peu l'équivalent du médecin généraliste. C'est OK, quel est votre besoin ? Où est-ce que vous en êtes ? Qui vous a accompagné ? Parce qu'au-delà d'être une banque, tout le monde peut être
tout le monde peut ouvrir un service de compte bancaire, même si l'incompréhension du Web3 par les confrères est le frein majeur. Aujourd'hui, n'importe qui peut pouvoir avoir son compte. Mais au-delà de ça, c'est de dire, j'ai besoin d'une banque, Estelle Motom, LinkedIn, hein, j'ai mon email, on peut me contacter. Mais c'est de dire comment vous avancez, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qui vous accompagne. Ce sera un peu ce que nous, banques, on va regarder. C'est pour vous assurer la pérennité de votre projet, c'est de dire comment vous fonctionnez, est-ce que vous avez pensé à telle ou telle autre situation, ou telle autre possibilité de faire. C'est la plus-value que nous, on pourra accompagner en fonction des cas, du cas d'usage et surtout l'usage le plus que votre projet va apporter. Sachant que chaque projet, pour moi, est unique dans le Web3, même si ça va répondre à la même problématique, la façon de l'adresser permet de rendre le projet unique et de dire finalement, voilà, j'ai une banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'aide à quoi? Et en fonction, on vous accompagnera. Et l'entrepreneur qui a besoin, on pourra aussi lui dire, et c'est un peu l'ADN de l'UBAC, c'est de dire on va vous donner le conseil, même si finalement, pour des raisons diverses, on n'avance pas ensemble, mais on pourra vous aider en disant voilà ce que vous pouvez apporter en plus sur votre projet pour que finalement vous soyez avec nous et partenaires. Merci Estelle. Benoît, peut-être tu voulais conclure à ta manière. Non, mais c'est vrai que oui, les sujets aujourd'hui, InVivo, on est une entreprise à mission. Notre premier actif, c'est le sol, en tout cas la terre. Tout ce qu'on va valoriser, c'est là-dedans. Donc tout ce qui est les sujets RSE, durabilité, c'est des enjeux importants. Tu l'as dit, le marché du carbone aujourd'hui, les agriculteurs sont un gisement énorme de carbone. Donc on s'intéresse beaucoup à ces enjeux, notamment justement des matières premières taguées bas carbone, c'est des vrais sujets. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Après, ça peut être par LinkedIn ou sinon m'offrir une bière. Ça marche très bien aussi de se voir en vrai. Je suis très sensible à ce genre d'attention. Mais enfin voilà, c'est le. Bon, on pourra aller boire une bière ensemble déjà. Mais voilà, non, c'est les enjeux importants et qui sont porteurs de sens. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on en est tous là. La tech pour la tech, c'est pas ça a un temps. Et on recherche plutôt des gens qui ont des valeurs et qui sont convaincus et motivés. Ça, j'en doute pas par rapport au panel qu'on a ici. Mais voilà un peu les enjeux qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Charles, peut-être une évolution de Billy à l'avenir, un appel à talent Ouais, évolution, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont sortir. Vous pourrez bientôt connecter un Shopify pour, en plus de vendre vos tickets, vendre votre merch. Donc là, ça va sortir très prochainement. Et puis, si vous avez, comme Estelle, peut-être un événement privé, public, gratuit ou payant à faire, n'hésitez pas. On est une petite équipe, on est tous joignables sur LinkedIn. Donc voilà, on sera ravis d'étudier votre demande. Et puis vous pourrez maintenant lancer aussi votre événement par vous-même. On a le back-office qui commence à être prêt. Là, il est toujours en train d'être rodé en version bêta, mais comme sur un Eventbrite, vous pourrez déployer votre ticket collection sans même que ce soit compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être avant de vous laisser poser une ou deux questions, pas beaucoup plus puisqu'on va manquer de temps. Néanmoins, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les cas d'usage sont encore à maturer d'une certaine manière. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut de l'envie. Tu l'as bien dit, Romain, donc je ne reprendrai pas tes mots. Mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'on a envie de changer le monde. C'est une nouvelle approche, une nouvelle manière. Il y a beaucoup de ruptures. Je pense qu'il faut s'entraider. La collaboration est clé, surtout sur un marché aussi petit que le nôtre, d'une certaine manière. On a des talents. Mais en été, les usages doivent partir de la problématique ou de l'usage et non pas de la techno. Et pour être investisseur dans le monde du Web3, je vois beaucoup de dossiers qui prennent en effet le sujet par le mauvais bout. Et donc la chance sur ce territoire est grâce à des événements comme celui-là. Donc je remercie encore les organisateurs, Mehdi, Samuel, et je crois que j'en oublie un encore. Mais il est évident que c'est cette proximité avec les acteurs qui font le business qu'on arrivera à révolutionner beaucoup de choses. Donc merci beaucoup. Je laisse peut-être une ou deux questions. Alors, une autre. Pardon. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question en fait pour Estelle, pour la banque de l'UBAC. Souvent, là, un produit qu'on trouve souvent dans toutes les banques, c'est le prêt. Est-ce que du coup, la banque de l'UBAC s'est déjà interrogée sur l'intérêt de faire de la tokenisation obligataire ? Je ne saurais en toute sincérité répondre à cette question-là parce que la partie vraiment tokenisation et stratégie de la banque là-dessus est du ressort des associés.
Donc, je n'ai pas d'échéance ou d'informations à te communiquer là-dessus. Mais s'il y a des nouveautés, voilà, s'il y a des nouveautés, je te dirais, mais tokenisation, pas pour l'instant. Une autre question, une dernière, peut-être. Je vois, il y a la secte Wallcrypt là en force. Oui, maintenant oui. Mais peut-être pour Benoît, on n'a pas encore l'occasion d'échanger. Comme je passe 30% de mon temps sur l'acculturation, donc je suis cabinet de conseil des grands groupes, qui soient bancaires, assurances, etc. Tu fais partie d'un grand groupe. Comment tu as adressé le sujet de... Alors je suis désolé, je vais venir sur de l'archi, sur la blockchain dans le système d'information, et comment tu as réussi, par rapport à tes collègues peut-être, à réintégrer en tout cas cette notion de l'ESI et la blockchain dans l'écosystème finalement de l'informatique qui parfois est mine de rien pas si ouverte que ça. Alors, je vais répondre très rapidement, mais on avait des dirigeants qui étaient convaincus que ça faisait partie des sujets. Bon, on a un peu prêché dans le désert pendant un temps quand même, et ça a coïncidé aussi d'une Digital Factory en interne qui était là justement pour extraire les sujets DSI traditionnels et nécessaires dans des grands groupes, parce qu'à un moment, il faut faire tourner le business as usual. Mais par contre, le sujet, c'était voilà, d'avoir cette vision, d'être capable d'extraire des équipes en centrale au service des métiers. Donc, on est toujours très connecté avec le métier et sur des temps de réalisation très courts. C'est-à-dire, l'idée, c'était pas de partir en disant on part pour 18 mois de sujets. Non, c'est ça. Et clairement, sur les sujets type blockchain, etc., on a énormément travaillé avec des startups parce qu'ils nous apportaient des solutions clés en main. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti à se dire alors on va auditer toutes les blockchains, laquelle est la plus... Non, on n'avait pas le sujet. Nous, le point, c'était de dire il y a des gens qui ont fait le boulot, on avance, on est sur notre valeur, on maîtrise nos enjeux, comment on rejoint et on avance. Donc c'est juste ça. Et à titre d'exemple, on a mis 18 mois sur la première blockchain, sur la farine, etc. On a mis 6 mois pour la partie malt et on a mis 6 semaines pour le vin. Donc on a payé et on déploie beaucoup plus vite maintenant. Donc voilà, rapidement. Merci beaucoup.